Là, comme il est 18h19, je propose que nous commencions dès à présent. Et donc que je vais laisser, dans un premier temps, Stéphanie Bertrand, donc qui va jouer le rôle de répondant, qui a bien voulu jouer le rôle de répondant, aujourd'hui, donc présenter, Magali Miyupo. À la suite de quoi, celle-ci, donc nous parlera de la légende comme récit naturel et pendant à peu près, 1/2 heure, 3/4 d'heure. Ensuite de quoi, nous, nous passons aux questions. Merci Laurent, bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai le plaisir de présenter Magali Miyupo ce soir. Ancienne élève de l'ENS de Lyon, agrégée de lettres modernes, Magali Miyupo est maîtresse de conférences en langue et littérature française à l'Université de Lorraine, sur le site de Metz. Auteure d'une thèse consacrée aux stratégies d'appropriation laïque du modèle hagiographique dans la prose du XIXe siècle, soutenue en 2018 à Sorbonne Paris-Cité, Magali travaille plus largement sur les formes de la spiritualité en littérature, en particulier du point de vue de la poétique des genres narratifs, dans un corpus littéraire compris entre 1840 et nos jours. Dans ce cadre, elle a notamment co-dirigé 2 publications collectives consacrées aux folles croyances du XIXe siècle et aux leçons en fiction du XIXe au XXIe siècle. Ces recherches actuelles portent plus spécifiquement sur les modalités narratives de réapparition de l'imaginaire érémitique dans la littérature du XIXe au XXIe siècle. La communication de ce soir s'inscrit dans le prolongement de son travail doctoral. Magali se propose d'envisager la légende comme récit naturel chez Jules Michelet, et je lui cède tout de suite la parole pour une communication qu'elle a intitulée « La légende comme récit naturel, réflexion et pratique micheletienne du récit exemplaire ». Merci à toi, Stéphanie. Donc je donne la parole à Magali. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors oui, pour redéfinir un petit peu le contexte, cette intervention est en lien avec un travail de recherche de long cours qui s'attelle à revenir aux racines de ce qu'on appelle communément aujourd'hui la sainteté laïque. J'ai voulu déconstruire l'évidence en fait et interroger les conditions d'un transfert d'imaginaire qui commence dans le premier tiers du XIXe siècle, autour de la Révolution de 1830, au moment où les hommes de lettres prennent conscience du fait que pour transformer l'essai, si j'ose dire, pour que ces révolutions débouchent sur une nouvelle société, il va falloir que le peuple soit avec eux, et donc il va falloir lui parler à ce peuple dans une langue qu'il peut comprendre. Pour ce faire, ils vont écrire des textes avec une forme qu'ils considèrent comme nouvelle, originale, et cette forme originale va consister le plus souvent en la reprise de motifs et de séquences narratives du légendaire hagiographique. Reprise qui est somme toute assez originale puisqu'elle se fait dans une lutte pour une société nouvelle qui est notamment une lutte anticléricale, et c'est une reprise sans ironie. Dans ce travail de l'imaginaire hagiographique, j'ai consacré dans mon travail une place très importante à Jules Michelet. Et au fait, notamment, et c'est sur cela que je vais revenir aujourd'hui, qu'il justifie son utilisation de ce matériau chrétien à la base, lui, l'historien anticlérical, il va justifier l'utilisation de ce matériau en faisant appel à la naturalité de la légende. Et ça va être mon premier point, donc, de revenir sur sa pensée de la légende, qu'il voit comme un récit naturel, notamment parce que, dans un premier temps, c'est un récit indigène, et aussi parce que c'est un récit dont il compare la diffusion avec des phénomènes naturels, comme on va le voir. L'idée principale de mon intervention, c'est que pour Jules Michelet, la légende hagiographique est à sauver
hein, dans le crible, si vous voulez, qui doit faire décider ce qu'on garde de l'ancienne société, la société d'Ancien Régime, eh ben, la légende hagiographique est à sauver dans la mesure où, précisément, on la conçoit comme un récit naturel. Quelles caractéristiques peut-on mettre derrière ce mot? Je l'ai dit, je le précise, hein, elle est naturelle dans la mesure où elle est autochtone, elle ne choque pas parce qu'elle a un tour familier et elle est née au milieu de ceux qui l'écoutent. Et elle est aussi naturelle car c'est un récit qui s'engendre spontanément. C'est un des sens, une des étymologies du mot. Et ce récit va être rapproché, je l'ai dit, de modèles biologiques. Avant d'étudier la pratique michelettienne du récit exemplaire, principalement à travers justement la réécriture hagiographique, je vais faire un détour par sa pensée de la légende pour accréditer, justement, pour essayer de vous montrer la façon qu'il a de superposer ces deux sens à ces présentations de ce que peut être la légende hagiographique. Donc la légende, et plus spécifiquement la légende hagiographique, est marquée par l'indigénéité et la naturalité. Pour Jules Michelet, le sang est positif quand il est désigné comme la création du peuple. À ce prix et à ce prix seulement, il peut entrer dans le nouveau monde. Il est une figure qui recèle l'identité profonde des humbles et aussi leurs aspirations. Le récit qui lui est associé, hein, le pendant narratif, cette légende hagiographique, entre en écho avec la simplicité du peuple, et elle le fait en renvoyant à sa réalité et à un idéal de simplicité qui se réalise surtout à travers des références au vivant. Alors, quelques exemples de cela. D'abord, l'indigénéité. C'est ma première diapositive. Dans son cours sur les saints de Paris, tenu le 23 juin 1838 au Collège de France, Jules Michelet met par exemple en avant Sainte Geneviève pour son caractère, je le cite, national, indigène. Il écrit ainsi dans ses notes de cours, c'est ma première citation, « On savait qu'elle était née dans la campagne, non loin de Paris, qu'elle était fille d'un colonus gaulois. » C'est précisément en vertu de cette proximité que cette sainte est particulièrement aimée et qu'elle devient une référence au-delà du monde catholique. Dans ce cours au Collège de France, elle est évoquée à l'occasion d'un développement que fait Michelet sur l'esprit libre qui souffle sur la montagne à Paris. Puis la naturalité. Au printemps suivant, il précise sa pensée. Dans son cours du 9 février 1943, qui porte sur le rôle prépondérant du peuple dans l'élaboration des légendes hagiographiques, Michelet fait la différence entre la légende du saint rédigée par le copiste, hein, ce qui arrive toujours dans un second temps, selon lui, il s'agit en réalité d'une consignation, et la légende libre et vivante qu'on raconte à la veillée. La bonne légende, selon Michelet, est liée à un environnement social et affectif bien précis. La description qu'il fait du contexte est très importante pour saisir la nature de la bonne pédagogie associée à ce récit exemplaire. L'exemple qu'il donne appartient au monde rural et familial. Il est à la fois excentré, ce qui lui permet d'échapper au poids des conventions, et intime aussi, réduit, hein, puisqu'on a affaire à la plus petite cellule sociale. Le temps de l'apprentissage succède aux travaux des champs et prend place dans l'intervalle de la veillée, et bien sûr un temps du repos. En somme, ce que va brosser Michelet hein, dans cette présentation de la légende dite, performée, hein, c'est une véritable atmosphère de pastorale. Les figures d'autorité qui président à cette éducation sont les parents et plus précisément la mère. Ce sont les citations qui suivent. Dans la famille, dans la veillée, entre le père, la mère et l'enfant, l'altération, la traduction, l'embellissement de la légende était non seulement libre et naturel, mais indispensable. L'enfant n'aurait pas compris. Le père a apporté le grain et la moulue tout au plus. La mère en fait la bouillie et y met le sel. Le lendemain, elle fera de cette légende une chose au goût de son enfant. La bonne légende, selon Michelet, c'est une acclimatation et une appropriation. Une histoire, je le cite, libre et naturelle. La mère embellit la légende d'agréments propres à intéresser son enfant.
inscrit son action aussi, l'action de cette légende, dans une topographie connue. Le résultat de cette imitation de la légende, c'est-à-dire de son adaptation à l'auditoire, est bien sûr une efficacité plus grande. L'image de l'innutrition dit assez, il me semble, le caractère doux et aussi essentiel de ce récit. Par ailleurs, fruit de l'inventivité, la légende, et ça c'est important pour Michelet, ne peut provoquer que des actions libres, en tout cas la bonne légende. Ainsi Michelet poursuit-il, c'est la citation qui termine cette diapositive, « Voilà une légende qui n'en restera pas là. Les paroles maternelles ont une vertu maternelle, c'est-à-dire féconde. Cette fleur va donner des fleurs, des fruits, tout un monde d'histoire. » Ici, on observe une image de la libre croissance qui contraste, je ne vous ai pas mis la citation, mais qui contraste avec l'image qu'avait utilisée précédemment l'historien pour évoquer l'éducation instituée et l'éducation qui est donnée par l'Église. Il avait utilisé l'image des langes étroits qui enserrent l'esprit. Donc, à la condition que ce récit témoigne de la force créative qui émane du peuple, le modèle de la légende de tradition catholique n'est pas vu comme un ferment d'oppression chez cet anticlérical. Papa au lycée papillon. Quelqu'un, je pense, a mis son micro. Il a une double dimension pédagogique. D'une part, émanant du peuple, il nous enseigne quelque chose sur lui, il a une fonction folklorique, et de l'autre, son discours est adapté à son auditoire et donc susceptible d'avoir des effets. En somme, ce n'est pas l'écoutant qui se modèle sur le récit, il n'y a pas, si vous voulez, une imitation exemplaire dans ce sens-là, mais c'est le récit qui épouse les formes de l'écoutant. Par là, au lieu d'être inhibant, le texte est fortifiant. La légende qui s'insinue en nous, imperceptiblement, naturellement, immature, et donnera lieu, selon Michelet, à des gestes émancipateurs. On retrouve, c'est la diapositive suivante, la même image végétale dans la première partie de l'introduction à l'histoire de la Révolution, qui est publiée de 46 à 53. Cette première partie traite de la religion au Moyen-Âge. On peut donc lire dans l'introduction « Qui préserva le peuple de la mort? De ce cœur percé, mais si bon, s'échappa une source d'aimable et tendre fantaisie, un flot de religion populaire contre la sécheresse de l'autre. Arrosée de ses eaux fécondes, la légende fleurit et monta. Elle ombragea l'infortuné de ses compatissantes fleurs. Fleurs du sol natal, fleurs de la patrie, qui couvrirent quelque peu et firent oublier parfois l'aride métaphysique byzantine et la théologie de la mort. » Quelques années plus tard, dans La Sorcière, Michelet revient plus explicitement sur le cas de la légende hagiographique et précise cette pensée, si vous voulez, de la légende qui mature et de la légende qui croît. Tout comme le personnage de la sorcière lui-même, cette légende hagiographique apparaît comme une construction bénéfique dans un premier temps, avant d'être réinterprétée, selon Michelet, avec malhonnêteté par l'Église catholique. Dans le chapitre 2 de sa monographie publiée en 62, donc La Sorcière, chapitre 2 intitulé « Pourquoi le Moyen-Âge désespéra ?» On est toujours dans des textes comme dans l'introduction de l'histoire de la Révolution qui insiste, si vous voulez, sur cette période du Moyen-Âge et sur le fait que le peuple était particulièrement asservi, et la légende est présentée comme un peu le bastion qui le tient. Donc dans ce chapitre numéro 2, et c'est la 3e diapositive, Michelet écrit. La citation est un peu longue, je m'en excuse, mais je vais quand même vous la lire en son entièreté. Ces familles, isolées dans la forêt, dans la montagne, comme on vit encore au Tyrol, aux Hautes-Alpes, descendant un jour par semaine, ne manquaient pas au désert d'hallucinations. Un enfant avait vu ceci, une femme avait rêvé cela, un saint tout nouveau surgissait. L'histoire courait dans la campagne, comme en complainte, rimée grossièrement. On la chantait et la dansait le soir au chêne de la fontaine. Le prêtre, qui le dimanche venait officier dans la chapelle des Bois, trouvait ce chant légendaire déjà dans toutes les bouches. Il se disait « Après tout, l'histoire est belle, édifiante, elle fait honneur à l'Église. Vox populi, vox Dei.
Mais comment l'ont-ils trouvé? On lui montrait des témoins véridiques, irrécusables. L'arbre, la pierre qui ont vu l'apparition, le miracle. Que dira cela? Rapporté à l'abbaye, la légende trouvera un moine, propre à rien, qui ne sait qu'écrire, qui est curieux, qui croit tout, toutes les choses merveilleuses. Il écrit celle-ci, la brode de sa plate rhétorique gâte un peu. Mais la voici consignée et consacrée, qui se lie au réfectoire, bientôt à l'église. Copiée, chargée, surchargée d'ornements souvent grotesques, elle ira de siècle en siècle jusqu'à ce que, honorablement, elle prenne rang à la fin dans la légende dorée. Lorsqu'on lit encore aujourd'hui ces belles histoires, quand on entend les simples, naïves et graves mélodies où ces populations rurales ont mis tout leur jeune cœur, on ne peut y méconnaître un grand souffle, et l'on s'attendrit en songeant quel fut leur sort. Dans cette longue citation, la circulation rapide, signe pour Michelet d'un sacré vivant et aussi vivifiant, est présente. C'est cette circulation qui, grâce à la parole simplement échangée, rompt l'isolement premier de ces familles perdues dans les montagnes. Et c'est par elle que ces groupes épars deviennent une communauté, un « on » unifié autour d'une chapelle dans les bois. Retrouvant une forme de prééminence dans l'action, le peuple, dans un renversement, se fait médiateur et raconte au ministre, supposément initié, la jeunesse de la légende, intimement liée à son environnement direct, et qui est un environnement naturel, l'arbre et la pierre qui ont vu le miracle. Cette légende, Michelet nous dit qu'elle meurt par une claustration. Elle est contenue dans une enceinte, celle de l'abbaye, et elle est brodée sous une plume, ce qui semble reconduire un peu grossièrement l'image paulinienne de la lettre qui pétrifie. Ici, les images de la nature, qui au début pouvaient suggérer quelque chose de délétère, ces familles qui ont des hallucinations au désert, c'est évidemment un motif qui pourrait s'inscrire chez Michelet dans une critique anticléricale qui remonte aux Lumières, critique des grands mystiques. Eh bien, non, ces images sont renversées et aboutissent à une fécondité, à une créativité. En somme, pour Michelet, la légende hagiographique perdure et est efficace et bonne, tant qu'elle entre en résonance avec une vie, un milieu, une expérience intime. Détachée de ses composantes, elle dégénère. Elle doit demeurer naturelle, donc adaptée et de libre croissance, pour être, encore une fois, émancipatrice. On l'a vu, la consignation ultérieure est présentée comme le résultat, dans le cas de la sorcière, d'une forme de bêtise crasse, celle du moine copiste. Mais à d'autres endroits de l'œuvre de Michelet, cette consignation est présentée comme le résultat d'une stratégie de domination aussi. Le travail de civilisation qui polit la légende, la tue en même temps, et à dessein. Les saints qui étaient produits librement et qui étaient émancipateurs, je l'ai dit, sont un petit peu contrés par l'Église. Cela, Michelet le perçoit bien, en tout cas il l'interprète comme cela, et il va tenter de mettre au jour, si vous voulez, cette création entravée. Je vous ai donné un extrait de l'histoire de France qui parle toujours de la même période dans la diapositive suivante, où à travers une forme de prosopopée qui reproduit la voix de l'Église, Michelet en fait met en scène cette claustration, cet enfermement de la légende hagiographique. Donc du coup, c'est la diapo suivante dans le PowerPoint. Écoutez et obéissez. Défense d'inventer, de créer. Plus de légendes, plus de nouveaux saints. On en a assez. Défense d'innover dans le culte par de nouveaux chants. L'inspiration est interdite. Les martyrs qu'on découvrirait doivent se tenir dans le tombeau, modestement, et attendre qu'ils soient reconnus de l'Église. Défense au clergé, aux moines, de donner aux colons, aux serfs, la tonsure qui les affranchit. Voilà l'esprit étroit, tremblant de l'Église carlovingienne. Elle se dédie, se dément. Elle dit aux enfants, soyez vieux. Donc ici, on observe bien un discours d'ordre qui est mis en exergue par tous ces impératifs initiaux qui surgit pour chasser le saint et avec lui la possibilité de voir surgir le nouveau, l'inédit, le vivant dans le domaine de la création. La légende hagiographique est refusée parce qu'elle a partie liée avec la création sans contrainte et débridée des premiers temps de la vie. Le peuple est renvoyé aux enfants. Elle est la pédagogie idéale car autonome. Et de ce point de vue-là, elle doit être
Pour le Michelet anticlérical, elle doit être... il était normal, pardon, qu'elle soit tuée dans l'œuf. J'en arrive au deuxième temps de ma réflexion. Fort de cette leçon, de ce qu'il observe, Michelet tente dans ses propres écrits de reproduire ce caractère autochtone, cette spontanéité qu'il a cru observer dans ce qu'il considère être la bonne légende hagiographique. Pour transmettre son idéal, qui est un idéal de justice, ça c'est vraiment fondamental pour comprendre l'œuvre de Michelet, c'est idéal de justice contre l'idéal de grâce, enfin, contre la grâce, qui pour lui en fait est une aberration et qui reproduit la domination et surtout l'élection qu'il juge arbitraire. Donc pour transmettre son idéal de justice, sa nouvelle foi laïque, il va proposer de nouvelles légendes en étant tout particulièrement attentif à leur mode de transmission. En effet, les cours de Michelet au Collège de France, qu'il donne jusqu'en 1851, ces cours précisément qui constataient l'émergence d'une nouvelle sainteté laïque, qui souhaitait son développement, n'étaient en fait que la partie un peu théorique de son iceberg offensif. Ils sont prononcés devant des étudiants qui font partie des élites, voire devant des collègues ou encore des sommités scientifiques. Et donc, ils ne peuvent pas vraiment correspondre au volet pratique du rêve micheletien de diffusion de l'idéal dans toute la société. Ces cours sont pour un tout petit public. Dans le temps où Michelet affirme le transfert de la sainteté vers la société sécularisée, il est donc obligé de penser la propagation de ses idées au-delà de ce petit cercle et le décloisonnement du contenu de ses cours pour un public éclairé. Pour ce faire, il le sait, il doit répondre au même impératif de naturel. Il doit arriver à produire de nouvelles légendes qui, de la même façon, seront acceptées sans heurts, qui auront un tour spontané, qui s'adapteront à leur public. Il doit envisager les moyens pratiques aussi pour réaliser cela, bien sûr. La nouvelle légende est d'abord destinée au peuple, donc bien sûr, il faut choisir des supports écrits, qui sont les supports écrits que le peuple a le plus de chances de fréquenter. Donc dans cette deuxième partie de mon intervention, je vous propose de suivre le fil de différentes formes éditoriales qu'a pu prendre l'écriture de la légende selon Michelet, pour voir précisément comment l'historien tente d'opérer une naturalisation au sens d'acclimatation de ses propres légendes dans des formes qu'il juge autour spontanées. Ou en tout cas, voilà, des formes qui semblent autochtones pour le public qu'il vise. Donc pour ce faire, je vais vous proposer de parcourir 3 modes d'adaptation liés aux supports éditoriaux choisis par Jules Michelet. La publication en feuilleton, la publication d'opuscules par extraction de textes de son grand œuvre qui est l'Histoire de France, et dans un troisième temps, le récit exemplaire au détour des digressions qu'il propose dans ses monographies d'histoire naturelle notamment. Donc tout d'abord, la publication en feuilleton, qui réalise le mieux en fait le rêve de diffusion populaire. Lorsque Michelet perd sa chaire au Collège de France, puisqu'il ne part pas tranquillement du Collège de France, mais il est congédié puisque arrive dans cette période au pouvoir Napoléon III, qui vise par plusieurs décrets, par des lois et par des actions concrètes comme celle-ci à museler les voies anticléricales. Donc lorsqu'il perd sa chaire, Michelet va se détourner de l'éducation académique pour se consacrer à l'éducation populaire. L'occasion fait le larron, il le voulait depuis longtemps, il se lance. Et c'est à cette occasion qu'est ravivé son intérêt pour la légende hagiographique. La correspondance de cette année-là ne cesse de revenir sur ce vieux rêve non encore réalisé, écrire pour le peuple. Vieux rêve parce qu'il était déjà présent dans son journal bien plus tôt. En 1831, dans ce journal, il a noté ce à quoi pouvait ressembler la bibliothèque d'un ouvrier ou d'un paysan, et depuis, il rêve d'égaler ce genre de publication. Et dans ces bibliothèques d'ouvriers et paysans, les livres aux religieux avaient toute leur place, légendes et bréviaires.
Et voilà. Depuis, ne cesse de le hanter l'idée que lui-même devrait créer ce nouveau bréviaire, ce nouveau légendaire. Néanmoins, avant de considérer l'objet livre en lui-même, Michelet pense à d'autres canaux de diffusion. Dans une lettre du 22 janvier 1851 adressée à l'écrivain Eugène Noël, l'historien encourage le jeune auteur à participer au journal Le Bien-être universel, qui est un journal populaire, puisque selon ses dires, je le cite, ce journal ira au plus profond des campagnes. Produit par Émile de Girardin, il est destiné aux ouvriers. Dans un premier temps, il s'adresse au peuple, mais ça reste le peuple des villes. Et il est très bon marché, hein, donc autant de caractéristiques qui, normalement, devraient lui permettre d'atteindre les masses. C'est que l'historien déplore pour l'instant que ses livres et ceux du jeune auteur, Eugène Noël, soient cantonnés à un public urbain et éduqué. Je le cite de nouveau dans sa correspondance. « Nous n'atteignons pas les masses, il faut la musique, le dessin et le style que je n'ai pas. » Ce ne sont donc pas les idées qui manquent, mais la forme, le médium. Outre l'idée d'une publication dans le bien-être universel, Michelet résout ce problème en concevant une publication de légende en feuilleton dans un autre journal. Il écrit en 1851 au même destinataire, et je vous ai mis la citation dans la diapositive suivante. « J'ai été un peu languissant ce printemps et peu laborieux. Cependant, j'essaie de lancer un livre de légende, la légende d'or, héros, martyrs et victimes. Je commence par les femmes de 1848. Plusieurs ont été admirables. Je donnerai ensuite Grainville, le maître d'école, le grand poète persécuté des prêtres qui l'ont forcé de se tuer, puis quelques-uns de nos anciens héros de la Révolution. Je voudrais avoir pour ce travail une forme plus simple et plus forte. Que faire? J'essaierai néanmoins avec ma langue telle qu'elle. » Donc, malgré le doute réitéré, la peur de ne pas être à la hauteur de la tâche, Michelet se lance et commence l'écriture de sa légende d'or. C'est assez important de voir que la façon de caractériser cette légende change pour Michelet. Alors, ce n'est pas une légende dorée. Hein, pour lui, il associe, si vous voulez, ce caractérisant à une qualité qui n'est pas une qualité essentielle. Hein, c'est un vernis, la légende dorée. Lui, il tient à écrire une légende d'or, hein, donc, dont on est sûr, si vous voulez, de la teneur de la nature. Donc, il se lance dans l'écriture de cette légende d'or qui commencera à apparaître dans l'événement de Paul Meurice. Ces différentes publications offrent à l'historien des modalités qui peuvent évoquer la réception populaire telle qu'il l'idéalise. Publications périodiques, cycliques, parfois quotidiennes, qui retrouvent, en tout cas c'est comme ça que Michelet se console, qui retrouvent le tempo de la lecture des livres populaires. Le légendaire laïque revient à intervalles réguliers, scandant la vie de ses lecteurs. En août 51, son éditeur du journal L'Événement, Paul Meurice, fait en sorte que la légende de Grainville ne se cantonne pas à un journal parisien, mais soit publiée, je cite Paul Meurice, dans le bien-être et dans les almanachs que M. Jacotet prépare. L'almanach, c'est un peu le Graal, puisqu'il associe la nouvelle légende au temps naturel des campagnes, nouveau public, et c'est aussi l'association de cette légende à une temporalité qui n'est pas simplement objective, mais qui suit les saisons. Évidemment, on demande à Michelet d'acclimater au mieux ces textes à ce nouveau médium, ce médium de l'almanach, et l'historien doit fournir des textes notamment courts. Hein, c'est un détail, mais jusqu'ici, les légendes de Michelet, ses vies hagiographiques étaient très très longues, et donc là, on lui demande des textes courts parce que précisément, il faut qu'ils soient lus en peu de temps, lors des veillées, donc vraiment qu'ils épousent cette temporalité, qui est la temporalité rêvée pour Michelet. Voilà pour le premier mode que Michelet adopte, hein, mode de diffusion populaire qui il l'espère, permettra une immixtion de ces légendes dans le peuple sans sentiment d'étrangeté, d'hétérogénéité. Hein, ça se fera facilement, comme le petit enfant qui écoutait à la veillée sa mère lui raconter une légende vivante. Deuxième mode. Alors, outre les publications en feuilleton, qui prennent plus tard leur place dans des recueils, hein, qui forment de véritables légendaires, Michelet pratique aussi l'extraction à visée exemplaire. Alors, qu'est-ce à dire?
sous l'influence de Louis Hachette, l'histoire de France, son grand œuvre précisément, devient un vivier important pour la publication d'abrégés et de biographies, non plus contenus dans des recueils, mais constituant chacun un livre. Donc, on change de format. Si la publication de la légende en feuilleton ou dans des almanachs naturalisait la nouvelle doctrine pour un public humble, surtout dans le rapport à la temporalité, la création de petits livres par extraction de la légende de France peut correspondre au rêve que j'évoquais plus tôt de créer un livre populaire. Non plus seulement un almanach laïque, mais si vous voulez, un petit livre populaire qui évoquerait le bréviaire du paysan, le livre exemplaire qu'on a toujours avec soi et auquel on revient toujours, qui est une source sans cesse vivante pour se rasséréner. Donc plusieurs villes de l'histoire de France ont ce privilège d'être extraites puis transformées en livres. Celle de Saint-Louis et notamment aussi bien sûr celle de Jeanne d'Arc dont je vais vous parler. En 1953, la Bibliothèque des chemins de fer pour les voyageurs pressés de la maison Hachette publie la vie de Jeanne d'Arc en un opuscule court, indépendant et bon marché. Donc il se veut, ça c'est dit dans la correspondance et dans l'appareil, si vous voulez, du livre, qui se veut à diffusion véritablement populaire. Par ailleurs, comme le rappelle Paul Petitier, ces publications de vie uniques en abrégé ont un avantage sur les légendaires. Je la cite, « L'individu, au moment où les masses sont devenues atones, paraît le seul recours. Les légendes, ces récits centrés autour d'un homme ou d'une femme héroïque, sont faites pour réveiller le sens de l'action individuelle et électriser de nouveau le peuple. » Dépassant l'alternative entre prééminence de l'individu et prééminence des masses dans l'action historique, la légende encourage un lectorat populaire à une initiative individuelle qui a pour objet la communauté, après l'échec notamment de la Révolution de 1948. Pour ainsi dire, il s'agit de prendre le contre-pied des recueils. On ne part plus d'un point commun qui réunit différentes personnalités. Je pense à des recueils qui avaient cours au début du XIXe siècle, qui étaient assez communs, qui présentaient les saints de l'atelier, si vous voulez, un dessin autour de la question du travail, qui était destiné aux ouvriers. Mais on va plutôt partir d'une singularité de l'être, parce que pour Michelet, c'est à partir de cette singularité que va être déclenchée l'action positive. Alors, qu'en est-il pour Jeanne d'Arc ? Cette Jeanne d'Arc de poche doit inciter, pour Michelet, à voir dans l'action de la jeune femme une des réalisations de ce que peut l'individu dans sa grande humilité. Dans son histoire, telle que la raconte Michelet, on a une tension entre un sens collectif, évidemment, il s'agit d'englober toute la communauté dans l'action de la pucelle, et une particularisation aussi, une insistance sur le rôle précis qu'a joué l'idiosyncrasie de Jeanne dans l'action émancipatrice. D'ailleurs, on peut rappeler la situation, si vous voulez, de l'extraction de ce texte. Dans l'histoire de France, la vie de Jeanne appartient au tome 5 et elle prenait place juste après le discours que tenait Michelet sur l'imitation. De ce point de vue-là, Jeanne, considérée comme un individu spécial, réalise la bonne imitation selon Michelet, qui évidemment, pour lui, n'est pas l'imitation catholique. Il s'agit donc de reproduire, mais avec un décalage, de reproduire selon sa nature. L'extraction de la vie particulière de Jeanne d'Arc laisse entendre que ce mouvement général a été provoqué, je l'ai dit, par l'action d'une personnalité bien particulière. Si l'un doit être dépassé par le tout, c'est pourtant de lui que part le changement. Sur cela, Michelet insiste dès le commencement du récit. La décision de Jeanne est d'abord présentée comme une décision personnelle. Jeanne d'Arc est, je le cite, une toute jeune fille qui confond la voix de son cœur avec la voix du ciel. Je le cite de nouveau, elle couve son idée pendant 6 ans sans la confier à personne, elle n'en dit rien,
même à sa mère, rien, à nul confesseur. Donc, s'affranchissant des tutelles, qu'elles soient naturelles ou sociales, qui lui conseillent de rester à sa place, la Jeanne de Michelet se détermine par elle-même, en pensant écouter le ciel. Je le cite de nouveau. Les deux autorités paternelles et célestes commandaient des choses contraires. D'une part ou d'autre, il fallait qu'elle désobéisse. Qui plus est, c'est un principe de distinction qui préside au déroulement de la vie de Jeanne, puisqu'au début de la partie intitulée « Enfance et vocation de Jeanne », Michelet affirme, et ça je pense l'avoir mis dans le PowerPoint, ce qui fait de Jeanne d'Arc une figure éminemment originale, ce qui la sépare de la foule des enthousiastes, qui dans les âges d'ignorance entraînèrent les masses populaires, c'est que ceux-ci, pour la plupart, durent leur puissance à une force contagieuse de vertige. Elle, au contraire, eut action par la vive lumière qu'elle jeta sur une situation obscure, par une force singulière de bon sens et de bon cœur. Même dans la chose la mieux partagée du monde, le bon sens, Jeanne est singulière. Dernier point, lorsque la jeune fille est influencée par ce qui l'entoure, cette inspiration n'est jamais un esclavage. Toujours selon l'idée que tout récit exemplaire, toute action exemplaire dont on entend parler, qu'on voit, doit donner lieu à une inspiration qui est une inspiration libre. Jeanne, qui est née, je cite Michelet, parmi les légendes dans les rêveries populaires, les imite, s'en laisse imprégner pour mener sa propre action. Avant que son ministère commence, en proie aux affres de la guerre, elle trouve l'inspiration dans la vie, précisément de certains saints. C'est la diapositive suivante. Et on peut lire le passage suivant. Elle savait que plus d'une femme avait sauvé le peuple de Dieu, que dès le commencement, il avait été dit que la femme écraserait le serpent. Elle avait pu voir au portail des églises Sainte Marguerite avec Saint Michel foulant aux pieds le dragon. Si, comme tout le monde disait, la perte du royaume était l'œuvre d'une femme, d'une mère dénaturée, le salut pouvait bien venir d'une fille. Cet extrait, il me semble, est intéressant puisqu'il souligne l'importance d'une lecture personnelle des textes religieux et de la vie de saint pour Michelet. Alors que, je mets des précautions, mais l'idée d'un sauveur est a priori davantage attachée à une figure masculine, en tout cas c'est ce que tend à suggérer Michelet, Jeanne s'attache exclusivement au cas féminin et elle ne retient dans l'iconographie qui lui est présentée que les éléments qui mettent en avant leur influence. Par exemple, le couple femme-serpent n'est pas ici le couple de la Genèse, mais le couple d'une promesse un petit peu moins courante, un petit peu moins citée. De même, stylistiquement, c'est intéressant de voir que Saint Michel est relégué dans une apposition et il n'apparaît que comme l'auxiliaire de Sainte Marguerite, qui est le personnage qui mène principalement l'action guerrière. Donc voilà, on est toujours dans ce principe d'imitation où on est soi-même la toise qui permet de choisir le récit exemplaire le plus adéquat. En ce sens, ce que l'histoire de Jeanne d'Arc nous dit, c'est qu'il faut recevoir la légende selon sa nature. Donc voilà pour le deuxième mode d'acclimatation de Michelet. Après la diffusion populaire par des canaux type almanach, on a l'extraction pour créer un livre qui ressemblerait à une forme de bréviaire et qui mettrait en avant l'action individuelle. Troisième et dernier mode qu'il propose, beaucoup moins populaire puisqu'il appartient à ses monographies, c'est le récit édifiant au détour de la réflexion scientifique / théorique. Outre la publication périodique dans la presse et la fabrication postérieure d'ouvrages par extraction, Michelet développe précisément ce mode-là, que j'ai qualifié de digressif. En dehors des recueils explicitement désignés comme des bouquets de vie, sa fameuse légende d'or, les œuvres monographiques, qui sont généralement les œuvres les plus connues de Michelet, pour en citer quelques-unes, L'Oiseau en 56, La Montagne en 68, La Mer en 61, ça c'est simplement celles qui appartiennent à l'histoire naturelle. Ces œuvres, donc, elles aient pour sujet l'histoire naturelle ou encore des entreprises plutôt de description sociale, le peuple, contiennent des légendes qui viennent briser le développement abstrait de la pensée.
Ces légendes agissent à la fois comme des illustrations du propos, mais aussi comme des détours. Ces petits textes donnent une image de la science qui est présentée, l'entomologie pour l'insecte, l'ornithologie pour l'oiseau, ou de la figure présentée, puisqu'il a aussi donné des monographies autour des figures, la femme par exemple, dont je vous parlerai. Donc ces petits textes donnent une image de la science ou de la figure présentée, tout en la ressaisissant dans une appréhension morale. La légende paraît ainsi disséminée à travers le monde. L'exemplarité appartient à une digression au sein d'un ouvrage qui se présente comme spécifique, ce qui permet habilement pour Michelet de faire le lien entre l'idéal, qui doit tout subsumer, cet idéal de justice, et ses actualisations particulières au fil des différentes monographies présentées. L'adaptabilité du récit est alors mise en avant puisqu'il peut surgir, ce récit exemplaire, en dehors de la forme du recueil ou de la biographie, entérinant par son caractère plastique, justement, la radicalisation de l'ouverture exemplaire prônée par l'auteur. Par leur inscription dans un contexte précis, ces légendes digressives... Oui. Encore 5 minutes? C'est bon? Allez, je continue. Donc, ces légendes digressives orientent l'exemplarité dans le sens d'un particularisme. Pardon. Je vous aurais parlé de différentes légendes. Je vais essayer de raccourcir un petit peu le propos. Ok. Donc, le fonctionnement de cette digression au sein des monographies articule spécialisation, on parle de quelque chose de bien précis, l'oiseau, l'insecte, etc., et généralisation, puisque la légende particulière, qu'elle soit inscrite dans l'oiseau, dans l'insecte, dans la montagne, actualise toujours l'idéal moral général. Et bien, ce fonctionnement entre spécialisation et généralisation est explicité à la fin de la deuxième partie de Nos fils, qui est une monographie sur l'éducation, qui contient elle-même des légendes. Michelet conseille à l'enfant, puisque dans Nos fils, bien sûr, il s'agit de parler de la génération suivante et de ce qu'on lui laissera. Michelet conseille à l'enfant, avant de se coucher, de faire une lecture. Et c'est ma diapositive suivante. Une petite lecture ferait du bien, calmerait tout, avant qu'on s'endormît. Les plus calmes seraient les lectures d'histoire naturelle. L'enfant en est avide. Les animaux, ses amis, camarades, l'intéressent beaucoup, lui ouvrent des côtés spéciaux de la vie que l'homme résume comme dans une sphère générale. Peu de lectures, mais simples, fortes, qui laissent trace, qui lui servent de texte pour ses rêves et ses questions. Souvent, on croit qu'il dort. Il songe. Il est dans tel pays, et il repasse tel beau fait d'histoire naturelle, d'instinct des animaux, telle singularité de mœurs humaines. Et tout à coup, il en parle à sa mère, demande explication. C'est à elle, sage et prudente, de lui montrer combien toute cette diversité d'usages est extérieure, combien, au fond, tout se rapproche, se ressemble réellement. À elle de lui donner l'idée heureuse et consolante, ce grand appui du cœur, l'accord du genre humain. Donc, nul trouble dans son esprit, tout s'harmonise en lui pour y justifier son trésor intérieur, né avec lui mais toujours agrandi, le sens du bon moral, du juste. Cette petite vignette, je voulais quand même vous la lire parce que précisément ce que Michelet décrit comme étant la lecture qu'on doit faire à l'enfant, c'est la lecture qu'il propose dans ses monographies. Au détour d'une petite anecdote d'histoire naturelle, d'un fait d'instinct, comme il dit, il va proposer ce récit et telle une mère va nous faire comprendre que peu importe la monographie, peu importe le cours du moment, tout doit être subsumé par le sens du bon moral et du juste. Je vous en donne juste un tout petit exemple à travers la légende qu'il propose de la vie de Carolina Jones dans La Femme, qui est publiée en 1860. Cette légende est digressive par rapport aux propos de la femme, on pense que le lien est minimal. Au début, on ne comprend pas exactement pourquoi il présente cette légende. C'est la diapositive suivante, je vous lis le tout début de l'introduction de cette digression. La 5e partie du monde, l'Australie, n'a jusqu'ici qu'un saint, une légende. Ce saint est une femme anglaise, morte, je crois, cette année. Sans fortune et sans secours, elle a fait plus pour ce monde nouveau que toutes les sociétés d'émigration et le gouvernement britannique. Le plus riche et le plus puissant des gouvernements de la Terre, maître des Indes et d'un empire de 120 millions d'hommes, échoué dans cette colonisation qui doit réparer ses pertes.
Une simple femme réussit et emporta l'affaire par sa bonté vigoureuse et par la force du cœur. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la suture entre la monographie et la légende qui est proposée, puisque la première phrase est l'occasion d'une grande rupture avec ce qui était dit précédemment. On nous parlait de la femme française, de la femme européenne, etc. Donc rupture géographique, avec l'évocation d'un pays extrêmement éloigné, et rupture poétique, tout d'un coup surgissement de la séquence de la légende et de la figure du saint. Donc on a vraiment l'impression d'une hétérogénéité. Et la deuxième phrase va permettre à Michelet de retisser du lien, de montrer qu'en fait cette digression a du sens au sein de la monographie. Hein, puisque précisément ce qu'il fait, c'est que par l'accord de genre qu'il refusait au début, l'Australie n'a jusqu'ici qu'un saint, une légende. Ce saint est une femme anglaise, on comprend qu'on est toujours dans le même sujet et qu'on n'est pas si loin finalement, puisqu'on est certes en Australie, mais c'est une femme anglaise, donc on revient peu à peu vers le contexte du lecteur. Et c'est une femme anglaise qui vit à l'époque contemporaine. Elle est morte, je crois, cette année. Donc ces deux phrases travaillent dans des sens contraires, ce que je trouve assez intéressant, puisque la première insiste sur la différence, tandis que la seconde la résorbe, en montrant que la narration légendaire est ouverte à tous et qu'elle a une actualité. Elle reste toujours du côté de ce qui est familier. Hein. On est toujours dans le même sujet, dans le même temps, dans les mêmes préoccupations. Donc la deuxième phrase tend à retisser cette acclimatation nécessaire de la légende qui fait qu'elle est efficace, selon Michelet. Je tiens à dire aussi qu'on a aussi des petites marques, on l'aurait plus vu en voyant un peu plus cette nouvelle légende, mais cette femme nous est décrite comme vigoureuse. C'est important quand même d'un point de vue étymologique, c'est la vie, le vivant. Hein, on est toujours dans cet imaginaire que Michelet projette sur la légende, cet imaginaire biologique un petit peu. Donc livraison dans la presse, composition ultérieure de recueils composites, extraction de vie digressive, la légende envahit toute la production micheletienne. Hein, et elle se réinvente et elle se perd dans les méandres du monde au moment où l'action collective semble échouer dans l'histoire. Cette légende va toujours dans le sens d'une particularisation, d'une adresse personnelle. Elle s'adapte, elle doit avoir l'air naturel. Pour ce faire, elle prend exemple sur les premiers temps de la légende hagiographique telle que fantasmée par l'historien, premier temps de la libre croissance, de l'adaptation de l'organisme vivant. C'est à ce prix et à ce prix seulement que ce récit exemplaire délivrera son véritable message émancipateur. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis toute disponible pour des questions. Bien. Merci à Magali Miyupo pour cette conférence intéressante. C'est un peu un crève-cœur de jouer le gardien du temps dans des conditions pareilles, mais enfin, il faut toujours, à un moment donné, qu'il y ait un gardien du temps. Je laisse tout de suite la parole à Stéphanie Bertrand, si tu veux commencer un petit peu la discussion. Oui, merci beaucoup Magali pour cette présentation très riche qui donne envie vraiment de retourner vers Michelet, à la fois dans ses œuvres théoriques et dans les passages plus narratifs et fictionnels. Alors j'avais peut-être une première question qui est sans doute trop vaste, donc voilà, tu la prendras par le bout qui te paraîtra le plus pertinent. En fait, je me posais la question en t'écoutant et eu égard aux différentes légendes hagiographiques que tu as présentées. Dans un premier temps, sur le plan de la pensée qu'il développait entre, d'un côté, si j'ai bien compris, la légende hagiographique rédigée par le copiste, en opposition à celle orale racontée au cours de la veillée, et puis, dans un second temps, sur le plan des formes concrètes que cela prend chez Michelet, entre ces trois formes éditoriales que tu nous as présentées. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que Michelet fait intervenir à un moment donné le critère du style? C'est-à-dire, est-ce que dans sa pensée de la légende hagiographique, il distingue sur le plan de l'écriture vraiment du style, d'une part, les deux légendes que tu as mentionnées dans ta première partie, et de l'autre, est-ce que dans sa propre pratique hagiographique, dans les trois formes que tu nous as présentées, est-ce qu'on remarque des formes d'écriture différentes qui seraient liées au canal choisi? Alors, on a bien compris qu'il y avait le critère de brièveté quand même qui semblait s'imposer un petit peu partout. Mais au-delà de cette concision,
est-ce qu'il y a d'autres, voilà, est-ce qu'il donne des indices sur les modalités d'écriture et des indices différentiels suivant les pratiques? Je te remercie pour ta question qui est, il est vrai, très intéressante. Alors, je vais peut-être botter en touche, mais c'est Michelet qui m'oblige à faire ça. Je vous ai mis que 2 citations, mais il y en a beaucoup dans son journal. Il a un véritable sentiment d'impuissance vis-à-vis de cette question. Je ne sais pas si vous vous souvenez des citations, mais il dit je n'ai pas le style, il faudrait un dessin que je n'ai pas, il faudrait une voix que je n'ai pas. Et véritablement, Michelet en fait a bien conscience du fait que il n'appartient pas au peuple. Et il refuse de jouer le grand mage, et en fait il refuse aussi en même temps ce qu'il considère peut-être être comme une singerie, si tu veux, de reproduire une voix qu'il imaginerait comme être la voix du peuple. Donc en fait, je ne vois pas ça à l'échelle de l'unité, par exemple, phrastique. Ça, il va plutôt jouer alors sur les modes éditoriaux, moi je vous ai présenté ça, sur la brièveté, ou dans ce cas-là sur les personnages choisis. Et généralement, il alterne, par exemple quand il fait des légendaires comme la légende d'or qu'il conçoit, il va alterner en fait la présentation de vie de grands héros, parce qu'il a quand même envie de se faire plaisir, type Kosciuszko, et des personnages beaucoup plus humbles, voire anonymes. Les femmes de 48, des poètes paysans. Et dans ce cadre-là seulement, de temps en temps, mais rarement, il va les faire parler. Et quand il les fait parler, il se permet d'essayer de reproduire une langue du peuple. Mais au niveau de la structure du récit, pour lui, en fait, il a déjà fait un geste en reprenant ce récit, si tu veux. Ce récit est un récit populaire et en l'utilisant, la structure même du récit doit faire sens pour celui qui l'écoute. Mais si c'est au niveau du vocabulaire, du registre de langue, c'est seulement dans la délégation de parole qu'il va se permettre ce genre de choses et pas voilà, au niveau de la narration simple. Voilà, mais vraiment, on enregistre, quand on lit son journal, on voit beaucoup que c'est une question qui l'embête vraiment, Et de ce point de vue-là, il fait appel en fait à des gens qui ne sont pas lui, qui ne sont pas historiens, à des chansonniers, à Béranger ou à George Sand pour leur dire allez-y, parce que précisément vous avez des médiums qui sont peut-être les plus à même de reproduire cela, notamment Béranger. Voilà, j'espère que je réponds en partie à ta question. Merci. Anthony, tu avais des questions, et puis Yves ensuite. Anthony, vas-y. Oui, merci. Merci, c'était vraiment passionnant, Magali. Je voulais juste poser une question à un moment sur les vies de saints. Je me demandais quel était, enfin de saints laïcs, enfin les vies de Michelet, quoi. Je me demandais quel était s'il y avait quelque chose à dire sur les morts des saints, enfin des gens en question. Parce qu'à un moment, tu as cité une phrase de Michelet où il dit « Je vais remplacer ma nouvelle théologie ou ma nouvelle hagiographie, je vais remplacer la théologie de la mort avec ça. » Oui. Et après, tu as cité un titre dans lequel il y avait les martyrs. Et du coup, je me demandais s'il y avait... Enfin voilà, à quoi ressemblaient les morts? J'en ai aucune idée parce que j'ai jamais lu aucun de ces textes. À quoi ressemblaient les morts et s'il y avait, parce que dans la martyrologie, dans les hagiographies, même la mort du saint, c'est quand même. C'est un moment important. Alors je me demandais s'il y avait des choses, s'il y avait quelque chose à dire sur les morts, la manière dont il les voit, vu qu'il est contre la théologie de la mort. Alors. On a quand même des vies de martyrs qui laissent à la mort un moment, qui lui laissent tout son caractère déterminant. Ce qui est le cas, voilà, dans les vies de martyrs, qui est un moment de révélation. C'est vrai notamment pour toutes les palimpsestes hagiographiques qu'il fait qui concernent des vies de soldats. Dans ce cas-là, il ne peut pas vraiment faire l'économie de ça. Il va le faire, notamment en parlant des soldats, des grandes campagnes napoléoniennes. Donc là, la mort va rester un moment important. Mais un moment de révélation par rapport à l'entité patrie, par rapport à la justice, évidemment. Et sinon, il y a plutôt un refus, en fait. Une volonté d'escamoter ce moment. Pourquoi ? Alors,
je pense qu'il y a une raison, d'abord une raison de société. Au 19e, on entre dans ce processus où la mort, que ce soit la mort par châtiment, mais aussi la mort personnelle, tend à être de moins en moins spectaculaire. Ça a été étudié par des historiens. On meurt de plus en plus discrètement, si tu veux. Donc déjà, je pense qu'il y a un effet un petit peu mimétique de ce point de vue-là. Et aussi, en fait, il a une conception un peu du martyr. Il veut faire des martyrs communs, si tu veux. Parce que l'intérêt, c'est de montrer que tout le monde peut prétendre à cette sainteté laïque. Et donc, la grande mort, la mort donnée de manière spectaculaire, c'est une séquence narrative qui tend à la distinction. Et tout le monde ne peut pas se permettre cette mort, si tu veux. Donc, dans les vies qu'il appelle martyrs, étonnamment, on n'a pas toujours des morts extraordinaires. Hein. Mais dans ce cas-là, ce qu'il va tenter de faire, et c'est vrai avec la vie de Swammerdam dans l'Insecte, c'est de faire remonter, si tu veux, les épreuves sur toute la vie, hein, mais d'escamoter ce moment spectaculaire qui, en fait, pour lui, c'est un peu une aristocratie exemplaire et il ne veut pas sombrer là-dedans. Parce que de fait, le peuple ne meurt pas toujours comme ça. Ne meurt jamais comme ça. Voilà, donc j'espère que je réponds à ta question. Voilà. Yves, puis ensuite Nicolas Brucker. Yves, vas-y. Merci à toi, Magali. Alors moi j'ai une question par rapport au rapport de Michelet, par rapport à sa légende d'or, en lien avec la légende dorée de Jacques Voragine du XIIIe siècle, qui a donné lieu à un foisonnement de réécriture de légendes, que ce soit en Allemagne, en France. Est-ce qu'il se situe lui-même dans ce foisonnement? Est-ce qu'il a des liens, je dirais, de correspondance ou scripturaire déjà? Je sais qu'en Allemagne, par exemple, il y a les Seventh Legend, même si c'est dit en anglais, mais dans les années 70. Et la légende a été republiée dans les années 40-50, enfin, elle a été publiée, donc elle est encore fort lue. Et ce que je voulais savoir, c'est quand on lit sa légende d'or, est-ce que structurellement, on voit des rapports littéraires ou c'est vraiment une construction littéraire en rupture complète, sans reprise du tout? Voilà, c'est ce rapport-là. Si ça a été étudié, ça. C'est vraiment un rapport, c'est vraiment un rapport publicitaire, en fait. Le mot est un peu anachronique, mais la légende d'or a une nouvelle actualité au XIXe siècle. Elle est retraduite, hein, notamment en 1843. Il y a énormément d'éditions. La légende et en dorée. fait, Oui, voilà. La légende d'or, oui. Oui, la légende dorée, pardon. Je suis tellement dans Michelet, pardon, la légende dorée. Et lui, en fait, il a vraiment... il va pas avoir le contenu, enfin, il va pas regarder cette nouvelle traduction, il va pas tenter de reprendre voilà, des motifs bien précis. Ce qu'il fait, c'est vraiment c'est un appel publicitaire. Et il en discute avec son éditeur Paul Meurice, qui tente d'ailleurs de le dissuader, et qui lui dit, écoute, la légende d'or, en fait, c'est trop risqué, ça fait une confusion, on va te prendre, on va mal te lire. Mais lui, vraiment, il s'intéresse principalement au titre. De ce point de vue-là, c'est assez décevant, mais il s'intéresse principalement au titre. Voilà. Non, c'est tout ce que je peux. Par ailleurs, il n'a pas un inintérêt pour les saints catholiques en eux-mêmes, que parfois il sauve dans ses écrits, mais dans ses nouveaux légendaires, c'est un nouveau personnel, une nouvelle époque. Voilà. Et il tient à le dire, et là je ne vous ai pas mis les passages, mais il dit dans d'autres moments de sa correspondance à son éditeur Paul Meurice, je tiens au titre de légende d'or parce que précisément je veux montrer que la légende dorée était un légendaire perverti et je veux revenir à la vraie signification de la légende. Voilà. Donc il s'inscrit dans une actualité, mais il dialogue vraiment très superficiellement avec. Merci à toi. Nicolas. Oui, merci, vous m'entendez? Oui, très bien. Ça passe, oui, Magali, merci beaucoup pour ce brillant exposé. Lorsque je t'écoutais, c'est assez frappant, mais enfin, je posais cette question. Est-ce que Michelet parle de Voltaire et de l'historiographie voltairienne, parce que je suis très frappé en entendant l'exposé que tu as fait, des démarches quand même au moins de premier abord paraît absolument antithétique de la démarche de Voltaire, qui consiste, alors
pour le cas de la légende dorée particulièrement, à déconstruire cette légende, à faire le tri entre ce merveilleux, tout le caractère prodigieux dont Voltaire a absolument horreur. Hein, il dit que les prodiges déshonorent l'histoire au lieu de l'embellir. Et d'essayer donc il jette pas totalement la légende dorée, mais il essaie de voir ce qui peut plausiblement être historique dans cette légende dorée, puisqu'on n'a plus beaucoup d'autres traces sur certains aspects. Et donc alors j'ai l'impression que Michelet exalte au contraire le merveilleux. Bien sûr, il s'agit, j'ai bien compris, du merveilleux originel, voilà, qui peut-être subsiste sous cette enveloppe, cette strate du texte rédigé par le légendaire. Quand Voltaire parle de légendaire, il veut dire auteur en fait de légende, parce que le mot veut dire deux choses, hein, et le sens de recueil, c'est un sens postérieur. Voilà, donc voilà, c'était ça ma question en fait. Qu'est-ce qu'il dit de Voltaire, et est-ce que l'historiographie de Michelet se construit véritablement en antithèse et en réaction à celle de Voltaire? Alors, je te remercie pour ta question. C'est vrai que le rapport à Voltaire et plus largement aux Lumières est assez ambigu chez Michelet. Alors, à l'échelle des figures, il a le même traitement. Par exemple, au moment où il va faire son légendaire et qu'il doit réfléchir au fait est-ce qu'il garde les saints chrétiens ou pas, hein, est-ce que les saints chrétiens peuvent passer au monde laïque, il va avoir les mêmes critiques que Voltaire sur les grands mystiques, sur Marie Alacoque, voilà. Donc pour le discours, c'est le même. En revanche, dans le rapport au merveilleux, il récuse complètement ce qu'il a pu faire, Voltaire, dans la mesure où, en fait, pour Michelet, ce qui est important, et c'est ce qu'on a retenu de lui, c'est de faire une histoire des représentations. Hein, c'est ce qu'il fait dans La Sorcière, par exemple. Et il en veut un petit peu aux philosophes des Lumières, parce que pour eux, en attaquant le miracle et le merveilleux, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'était important de faire une histoire des représentations, que ces représentations avaient un sens politique, et que c'est aussi dans cette représentation qu'on percevait l'inventivité du peuple, et que refuser ça, le renvoyer du côté du délire superstitieux, c'était à la fois dévaloriser cette créativité, et c'était aussi s'empêcher de voir dans ces représentations une évolution de l'âme du peuple, hein, parce qu'il pense selon ce genre d'entité. Donc non, en revanche, quand il vient du peuple, quand c'est sûr qu'il vient du peuple, pour Michelet, il embrasse le merveilleux, parce que le merveilleux, pour lui, dit quelque chose de la confiance du peuple dans son environnement, ses aspirations, etc. Donc voilà, à la fois, il embrasse la critique assez traditionnelle des grands mystiques, et en même temps, il recule devant le miracle, parce que pour lui, le miracle est objet d'histoire, et il faut le garder. Est-ce qu'on peut dire qu'il intègre finalement la démarche historiographique de Voltaire, mais il va quand même plus loin, parce qu'il fait cette critique du merveilleux en distinguant un merveilleux qui est le travail d'une imposture, hein, qui cherche à maintenir peut-être le peuple dans une enfance, etc. Et puis un merveilleux qui est au contraire vivifiant et qui est au contraire un principe dynamique dans l'histoire et dans la société. Est-ce que c'est un peu ça? C'est fidèle à sa pensée de le présenter comme ça. Merci. J'ai peut-être encore une autre question, Magali. Tu as insisté sur la distinction au niveau chez Michelet entre l'idéal de justice et l'idéal de la grâce. Est-ce que tu pourrais expliciter un petit peu les raisons qui amènent Michelet à dévaluer cet idéal de la grâce? Tu en as dit deux mots en disant que cet idéal reproduisait selon lui la domination et l'élection. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus, hein? Oui, alors c'est surtout dans ces textes de l'histoire de France où il parle du Moyen-Âge. Comment revenir dessus en disant quelque chose de nouveau? En fait, il associe cet idéal de grâce au régime, à l'Ancien Régime, en fait. Hein. Pour lui, il a une lecture assez politique de cela. Hein. La grâce, c'est à la fois la grâce du roi, et même si on la met sous antonomase et qu'on parle de la grâce de Dieu, on est dans le même rapport de soumission, d'attente surtout, et de dépendance.
Donc, véritablement, refus de cela, renversement des polarités, hein, ce qui peut faire un petit peu ce qui est le cœur d'une certaine théologie, pour Michelet, est véritablement le point nodal sur lequel s'est bâti l'asservissement du peuple, notamment au Moyen-Âge, et qui a perduré jusqu'à la Révolution française. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, dans le prolongement de cette première question, tu as insisté sur le fait que toute action exemplaire pour Michelet devait donner lieu à une inspiration libre. Et il me semble que cette invitation ou cette attention portée à la liberté fait aussi partie du message chrétien. Et je me demandais dans quelle mesure est-ce que finalement cette représentation de la liberté pour Michelet, à travers l'action exemplaire idéale, se distinguait d'une vision plus chrétienne, ou est-ce que il y avait quand même des convergences? En fait, dans la lutte anticléricale de Michelet, d'une façon assez commune, comme beaucoup d'écrivains et d'historiens de ce moment-là, qu'on rattache au romantisme social, ils ne sont pas anti-chrétiens, hein, ils sont vraiment anticléricaux. Ils ne vont pas se dire chrétiens parce qu'il y a un refus viscéral vraiment d'être rattaché à une quelconque institution. Mais dans la pensée des romantiques sociaux, c'est une expression qu'on n'utilise pas, mais en tout cas du romantisme social, il y a l'idée assez commune, mais vraiment qui perdure tout au long du XIXe siècle, que le christianisme, et on l'entend à d'autres moments, l'histoire du christianisme ne correspond pas à l'histoire de l'Église catholique. Voilà. Et c'est par ce tour de pensée que, en fait, il va continuer. En fait, il y a il y a un refus de tout ce qui est rattaché à l'Église catholique, les saints catholiques, mais il n'y a pas une désaxiologisation des valeurs chrétiennes qui reste très importante pour Michelet. Hein, c'est vrai qu'on parle de justice, c'est pas comme si ça avait rien à voir en aucun temps avec le christianisme. Mais pour lui, il va les dissocier ça, mais de manière extrêmement forte, de l'histoire de l'Église catholique. Et de ce point de vue-là, même dans ses légendaires ou dans son histoire de France, quand il va vouloir mettre en avant un saint chrétien, parce que des fois, il y a des saints chrétiens que Michelet chérit, soit il va mettre en avant le fait que c'était un hérétique et que sa canonisation a été très longue à advenir parce que précisément l'Église ne savait pas comment faire avec lui, etc. Et il a fallu le temps pour le polir et pour l'assagir. Soit il va choisir des saints qui n'appartiennent pas, alors je le dis schématiquement, mais qui n'appartiennent pas à l'Église catholique, dans la mesure où, par exemple, il va choisir des saints qui se situent très en amont. Il va parler de Saint Paul, de Saint Jean, donc des saints qui n'ont pas la même teneur que les saints médiévaux. Il va se débrouiller à chaque fois pour chercher les saints à sauver dans le nouveau légendaire laïque et qui vont côtoyer les nouvelles figures en marge de l'histoire de l'Église catholique. Ça, c'est vraiment très important pour lui. Ou sinon, il va batailler pour les garder dans le giron de l'histoire du siècle. Hein. Je vous ai parlé de la Jeanne d'Arc. Vous le savez, elle n'est pas canonisée à cette époque. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Merci beaucoup. Il y a juste une question peut-être probablement un peu bête. Tu as parlé de la légende d'or, mais ça c'est un projet dans un sens éditorial qui n'a jamais abouti sous sa forme première. Il n'a jamais écrit une légende d'or, un livre populaire qui justement serait en quelque sorte une sorte de livre des familles, quoi. Il n'a jamais réussi ce projet éditorial-là. On en revient un petit peu à cette impossibilité. Il veut, mais il n'y arrive pas. On a une légende d'or. Hein, on a quelque chose qui est publié. Excusez-moi, la lumière de la fin du jour est un peu compliquée. On a quelque chose qui est publié qui s'appelle Légende d'or. Mais en fait, la composition de ce qu'on a est en partie liée, il me semble, au travail d'Athénaïs Michelet, donc de son épouse, après la mort de Michelet. Donc oui, à chaque fois toutes les légendes micheletiennes que je vous ai présentées, en réalité, aucune n'appartient à un légendaire tel qu'on les conçoit, un légendaire laïque. Donc ça témoigne à la fois d'une difficulté et peut-être aussi d'une adaptation. Hein, mais oui, il n'aboutit pas à l'objet rêvé. D'autres vont le faire un petit peu pour lui. Son gendre,
son gendre Alfred Duménil, qui l'emmène un petit peu dans cette aventure, va publier, alors si je me souviens bien du titre, c'est La foi retrouvée, je crois que ça s'appelle, Beethoven, un légendaire mais centré autour de musiciens, exclusivement. Donc voilà, son gendre va réussir à publier un petit légendaire mais qui n'a aucun succès, qui ne marche pas du tout. Mais non, il y a un échec de cela, ouais. De manière plus générale, me semble-t-il, il y a un mouvement assez général au XIXe siècle pour aller vers le peuple, je crois, pour aller au peuple, pour écrire au peuple. En quoi parce qu'il me semble avoir vu, je crois que chez Lamennais, je crois, si je ne me trompe, ou avoir vu cette volonté-là aussi d'écrire pour le peuple. En quoi la tentation ou la tentative de Michelet serait-elle particulière? Le peuple ne devient-il pas un petit peu sursollicité? En quoi la tentative de Michelet est particulière? Moi, je la trouve particulière par son caractère. Ce qui m'a intéressé, c'est que il va faire le pari qui est un pari un peu risqué, qui ne va pas réussir à mener jusqu'au bout, mais qu'il ne faut pas s'intéresser simplement à la légende démagnétisée. C'est-à-dire la légende purement folklorique, type les légendes qu'écrit, alors je les aime beaucoup, c'est pas un jugement de valeur, mais les légendes de Nodier ou dans une certaine mesure la production sandienne. Il va faire le pari risqué d'utiliser une légende toujours pleine, toujours efficace, qui est la légende hagiographique. Précisément dans son combat anticlérical. Donc ça, il me semble que c'est une particularité, parce que le fait que la légende revient au goût du jour au XIXe siècle, c'est quelque chose d'assez commun, mais peu d'auteurs vont assumer en fait d'utiliser cette légende en dehors du simple souci romantique folklorique. Et de ce point de vue-là, la légende hagiographique paraît un peu comme un angle mort qui est quand même assez ignoré. Donc voilà, et est-ce que le peuple n'est pas sursollicité au XIXe siècle? Oui, ma question est peut-être mal posée. En tout cas, je pense qu'il y a déjà dû y avoir des études sur l'idée de peuple au XVIIIe siècle. Évidemment, moi je compare toujours avec Comte, qui est plus ancien qui est quand même de la génération précédente, me semble-t-il, que Michelet, si je ne me trompe, puisqu'il meurt en 1854, qui lui avait aussi une vocation d'éducation populaire, mais qui procédait exactement de manière inverse, tout sauf les légendes. Enfin, on ne trouve pas du tout chez un auteur tel que Comte, qui a quand même lui aussi travaillé sur le champ de l'histoire, mais on ne trouve pas du tout d'intérêt pour les figures ou pour les personnes. C'est très évasif. Enfin, la biographie n'existe quasiment pas, alors même d'ailleurs qu'il y a le souci d'un calendrier. Mais alors, ce qui est le propre chez peut-être à Michelet, c'est qu'il rompt avec une certaine romantisme aussi, avec un certain romantisme nationaliste, d'une certaine façon. Alors oui, ça c'est quelque chose de très important. Ces légendaires sont des légendaires qui vont excéder le personnel national. Ça c'est important dans la mesure où au XIXe siècle, par exemple, il y a une conscience de l'internationalisation des luttes. J'aime pas le dire comme ça, mais par exemple, ce qui se passe en Pologne, plutôt dans le siècle, ce qui se passe en Grèce, a une résonance particulièrement forte. Mais de ce point de vue-là, je pense pas que ça rompt vraiment de manière forte avec le légendaire catholique, puisqu'au début du XIXe siècle, dans les maisons catholiques d'édition type MAM, on a les légendes du Nouveau Monde, où on nous parle de la conversion de certains Iroquois, etc. Il y a toujours l'idée qu'il faut être catholique, au sens étymologique du mot. Donc Michelet, de ce point de vue-là, reprend un petit peu cette ère d'expansion. D'accord. D'une certaine façon, s'il n'a pas fait son livre, il a quand même écrit un ouvrage qui s'appelle Bible de l'humanité, où en quelque sorte, il donne il veut donner le sens de toutes les croyances de tous les pays, enfin, me semble-t-il, dans une sorte d'histoire des religions. Enfin, c'est un peu une forme comme ça.
C'est vrai. Mais bon, le problème de Michelet, c'est qu'au fond, malgré son désir, il n'écrit pas véritablement pour le peuple. Là, à part la diffusion dans les almanachs, qui reste une petite partie de sa production, tout est destiné à un public qui appartient à la bonne bourgeoisie, hein. Finalement, il revient, il a été chassé du Collège de France, mais il a du mal à sortir stylistiquement de cette énonciation et de ce public-là aussi. Donc c'est le véritable problème de Michelet. Là où ça a été une autre partie de mon travail, il y a aussi des efforts d'intégration de cet imaginaire dans les romans et dans les romans feuilletons, notamment à la même époque, Su notamment. Et là, véritablement, c'est des romans qui infusent la société. Michelet reste dans son énonciation professorale. D'accord. Merci. Voilà. Il n'a pas été jusqu'à, d'une certaine façon, la forme romanesque, qui était peut-être la bonne forme pour infuser la société. Il n'a pas fait de roman, en quelque sorte, de son légende. Il fallait faire un roman. Enfin, comme c'est la forme du 19e siècle, c'est vrai que c'est les romans qui ont utilisé... Alors, du coup, ça a été un véritable effort d'adaptation. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail de thèse, qui, j'espère, sera bientôt publié. Mais que adapter une vie de saint assez courte ou assez humble dans un roman feuilleton, c'est prendre le risque aussi de la déperdition, parce que le monde du roman feuilleton est extrêmement complexe. Comment on fait pour garder une ligne narrative efficace et lisible dans le roman feuilleton, c'est un défi aussi. Mais en tout cas, ça reste le médium qui est le médium le plus adéquat si véritablement on avait voulu avoir comme objectif de parler au peuple, c'est sûr. Mais en même temps, la vie de saint clôt le saint sur lui-même. D'une certaine façon, chaque vie de saint est totalement séparée les unes des autres. Alors que le roman du 19e fait vivre ces personnages en les entrecroisant de manière perpétuelle, en les faisant réagir les uns par rapport aux autres, en introduisant des relations un peu dialectiques les unes envers les autres. C'est peut-être ça qui manquait à Michelet. Enfin... Et en même temps, je ne peux pas vous faire toute ma thèse malheureusement, mais en même temps, évidemment, c'est un risque pour le récit exemplaire. Cette truculence, cette richesse est un risque pour la lisibilité du récit exemplaire. Donc c'est une ligne de crête sur laquelle certains auteurs ont décidé de marcher, de l'adapter dans la formule du roman feuilleton et en même temps de prendre le risque de l'incompréhension ou que le plaisir de la lecture l'emporte sur la portée exemplaire de l'existence qui est présentée.